Cette scène, filmée de nuit par un téléphone portable et diffusée sur l'application Snapchat, se déroule sur un petit voilier dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mai 2018. Il est quasiment 2 h du matin. On aperçoit un jeune homme en train de pagayer, il s'appelle Spencer Mugford. Et la personne qui le filme, c'est une copine à lui, Sophia McKenna, âgée de 21 ans. Ils sont tous les deux sur cette embarcation et se dirigent vers le phare de Ledgelight, une attraction touristique célèbre mais inquiétante. Si l'ambiance semble bon enfant et détendue comme le prouve cette dernière photo de Sophia prise debout dans les escaliers inférieurs du phare, les choses vont rapidement prendre une tournure dramatique. Parce que Sophia et Spencer ne reviendront jamais à terre. Pire, le corps du jeune homme sera lui retrouvé 10 jours plus tard dans le détroit de Long Island, alors que Sophia, elle, est portée disparue. Que s'est-il passé cette nuit-là? Le mystère reste entier et les hypothèses les plus folles voient le jour. Ont-ils eu un accident? Ont-ils fait une mauvaise rencontre? Se sont-ils disputés? Ou ont-ils mis fin à leur jour, guidés par l'énergie mystérieuse de ce phare? Toujours est-il, vous allez le voir, que des éléments troublants vont faire leur apparition. Comme ces 7 appels émis par le téléphone de Spencer à la mère de Sophia, entre 2 h 05 et 2 h 09 du matin. Des appels sans réponse qui posent une affirmation. Sophia et Spencer étaient en danger à cette heure-là. En 2018, Sophia et Spencer sont amis. Ils se sont rencontrés en travaillant au Red Door Salon and Spa, un spa de jour haut de gamme situé dans le mystique Marriott Hotel à Groton dans le Connecticut aux États-Unis. Ils ont eu une petite liaison ensemble, mais ça n'a pas duré très longtemps, Sophia s'étant remise avec son ex-petit copain. Malgré ça, les deux sont restés bons amis. Spencer James Mugford, c'est lui. Il a 20 ans, il a grandi en Floride et a fréquenté l'école à l'université du Connecticut Avery Point Campus, située à Groton. Il travaille pour une entreprise locale de pêche, où il emmène régulièrement des petits groupes sur l'eau pour des excursions de pêche d'une demi-journée. Ça lui plaît. Ça lui plaît parce que le monde maritime et Spencer, c'est une grande histoire d'amour. Il est quasiment né dans l'eau, il adore l'eau, il ne peut pas envisager une journée sans naviguer. Et évidemment, c'est un bon nageur. Sophia McKenna, elle, est née le 3 juillet 1996 à North Stonington, dans le Connecticut, et vit donc à Groton, avec ses 2 frères, sa petite sœur et sa maman qui s'appelle Michelle McKenna, ses parents étant divorcés. Un divorce qui n'a pas été sans effet sur Sophia, puisque lorsque ses parents se sont séparés, elle était au lycée, et après ça, en fait, elle a fait une grosse dépression, une dépression qui l'a entraînée à faire un petit peu n'importe quoi, avec excès. Ses surnoms, donnés le plus souvent par ses amis et ses proches, sont Fifi, Fia et Soph. Pour la décrire physiquement, en 2018, elle a les cheveux châtains, les yeux bleus. Elle a plusieurs tatouages reconnaissables sur le corps. La phrase « Ton monde est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin » sur le côté de son pied gauche. La phrase « À la recherche du frisson » sur sa cheville. Un croissant de lune sur le côté gauche de sa taille, des fleurs de cerisier et un papillon à l'arrière de son épaule droite, et le signe du zodiaque du Cancer derrière son oreille. Ses oreilles, elles, sont percées. C'est une jeune femme extravertie, Sophia, une jeune femme qui aime s'amuser. Elle souhaite devenir infirmière pour honorer la mémoire de sa grand-mère Sharon, qui était elle-même infirmière. Côté cœur, donc, Sophia, vous l'avez compris, n'est plus avec Spencer, même si on peut se poser quelques questions à l'époque sur la nature de leur relation. On le verra tout à l'heure, c'était quelque peu ambigu, ils se voyaient beaucoup. Par contre, elle s'est remise avec son ex-petit copain, un certain Austin. Les deux ne vivent pas ensemble puisque Sophia, elle, vit encore chez sa maman, et on ne peut pas dire que la relation soit idyllique, c'est tumultueux. Selon Michelle, la mère de Sophia, ils passent tous les deux la plupart de leur temps à se disputer, et parfois de manière violente. Mais ça, on y reviendra
en fin de vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sophia aime passer du temps avec Spencer, comme c'est donc le cas cette nuit du dimanche 27 mai 2018. Nous sommes en plein week-end du Memorial Day. Le duo arrive à la marina du campus de l'université du Connecticut, Avery Point, où Spencer, je l'ai dit tout à l'heure, a étudié, avec la voiture de Sophia. Ils arrivent aux alentours de 1h30 du matin. On ne sait pas vraiment ce qu'ils ont fait avant, même si certains indices nous guideront un petit peu plus tard sur ce qu'ils ont consommé notamment. Sophia et Spencer se garent donc sur le parking. Sophia ferme sa voiture à clé, laissant son téléphone portable à l'intérieur. Volontairement pour ne pas l'abîmer dans l'eau ou involontairement, on ne le sait pas vraiment. S'ils sont à cet endroit précis, à cette heure-là précise, c'est qu'en fait ils ont une idée derrière la tête. Une idée qui a été emmenée par Spencer. Cette idée, c'est de naviguer jusqu'au phare de New London Ledge, situé à 1,5 km de la côte. Un phare perché sur un quai en béton, mentionné sur les listes des endroits les plus hantés du Connecticut. Un endroit qui les intrigue tous les deux. La légende raconte que cet endroit est hanté par le fantôme d'un ancien gardien nommé Ernie, qui aurait mis fin à ses jours du haut du phare. Depuis ce jour-là, des faits troublants et inexpliqués se seraient produits, rapportés par la garde côtière. Des bruits inexpliqués pendant la nuit. Des portes qui s'ouvrent et se ferment à plusieurs reprises, tout comme cette télévision qui s'allume et s'éteint d'elle-même sans aucune explication. Des témoignages rapportent même que des objets disparaissent régulièrement du phare. Vers 1h45 donc, Spencer et Sophia empruntent l'un des voiliers de l'université, un Sunfish bleu et blanc d'un peu plus de 4 mètres, sans mât, ni gouvernail, ni feu d'ailleurs. Alors quand je dis emprunte, je devrais plutôt dire vol, parce qu'en aucun cas ils ne sont autorisés à le prendre ce voilier. La température de l'air cette nuit-là est de 10 degrés et celle de l'eau est de 15. Chose étrange, avant d'emprunter le voilier, Spencer cache ses chaussures, ses clés et son portefeuille dans un autre bateau amarré au quai situé à quelques mètres. Il monte sur l'embarcation, c'est Spencer principalement qui pagaye et se dirige droit vers le phare en question. L'ambiance est bonne. Les deux jeunes ont l'air de s'amuser, de passer un bon moment, comme le montre cette courte vidéo enregistrée par Sophia du téléphone de Spencer, puisque je vous rappelle que le sien est dans sa voiture. Peu avant 2h du matin. Une vidéo qu'elle poste sur son compte Snapchat et dans laquelle, regardez, Spencer est assis sur la proue du bateau, en train de pagayer. Yeah, we're out here in the ocean with us. That is the land. Like we still have to get to there. Wait, where? Oh, we're almost there. Il fait noir et ils ont l'air d'être seuls sur l'eau. Sophia fait même tourner la caméra, vous l'avez vu, pour montrer les lumières de la côte derrière eux. On comprend qu'ils ne sont pas très loin du phare. Elle le dit d'ailleurs. On arrive. Quelques minutes plus tard, à 2h du matin, une photo de Sophia est postée, ce coup-ci sur le compte Snapchat de Spencer. On y voit donc la jeune femme debout, tout sourire dans les escaliers inférieurs du phare, portant un sweatshirt gris. Elle pose à côté d'un panneau où il y est écrit « No trespassing », interdiction d'entrée. Elle tire la langue, toute contente en fait d'être arrivée jusqu'ici. Cette photo-là est très particulière parce que ce sera la toute dernière photo de Sophia, avant que les événements ne dérapent. Le lendemain matin, les premiers à s'inquiéter sont les parents de Spencer. Le jeune homme devait les rejoindre pour un anniversaire familial, mais il ne s'est pas présenté et personne n'arrive à le joindre sur son téléphone portable, qui renvoie directement sur sa messagerie. Dans le même temps, une autre personne s'inquiète. Austin, le petit ami de Sophia. Il essaie de la joindre toute la matinée mais sans succès. Alors il décide d'appeler Michelle, la mère de Sophia, pour
lui expliquer qu'il n'a aucune nouvelle d'elle, qu'il n'arrive pas à la contacter. C'est après le coup de téléphone d'Austin que Michelle McKenna va faire une découverte troublante. Quelque chose qu'elle n'avait pas pu voir le matin même quand elle s'est réveillée parce qu'en fait elle avait laissé sa plus jeune fille, la sœur de Sophia, jouer avec son téléphone. Elle s'aperçoit en regardant son historique d'appels que dans la nuit, elle a eu 7 appels en absence. 7 appels entre 2h05 et 2h09 du matin, provenant d'un numéro qu'elle ne connaît pas parce qu'il n'est pas enregistré dans ses contacts. Des appels auxquels elle n'a pas pu répondre parce qu'elle dormait. En essayant de rappeler le numéro de téléphone en question, elle tombe sur la messagerie de Spencer. C'est étrange. Pourquoi Spencer l'a appelée? Où est sa fille? C'est à partir de là que Sophia et Spencer sont officiellement portés disparus et qu'une enquête commence. Ce qu'il faut bien comprendre en fait à ce moment-là, c'est qu'on ne sait absolument pas ce qu'ont fait les deux jeunes dans la nuit. Personne n'était au courant de leur projet. Michelle, la mère de Sophia, savait que sa fille sortait, elle était au courant, elle connaît en plus Spencer, elle savait qu'elle était avec lui, mais elle ne savait pas du tout ce qu'ils avaient prévu. Elle est grande, elle est majeure, Sophia fait ce qu'elle veut. Ce qui va aiguiller les policiers, vous vous en doutez, en fait, ce sont les éléments postés sur Snapchat, la vidéo et la photo. C'est là qu'on comprend qu'ils ont pris un bateau et qu'ils se sont rendus au phare. Les enquêteurs se rendent donc au niveau du campus. À 18h30, le dimanche 27 mai, ils arrivent sur place et découvrent tout d'abord la voiture de Sophia garée donc sur le campus avec son téléphone portable toujours à l'intérieur. Un équipage de la garde côtière est envoyé au niveau du phare et dans les alentours et va faire 2 découvertes majeures. Tout d'abord, le débardeur bleu marine de Spencer, celui qu'on voit sur la vidéo, est retrouvé attaché à une cale au phare. Le Sunfish, le bateau sur lequel Sophia et Spencer ont fait leur traversée, est lui retrouvé à l'envers dans les rochers sablonneux à plusieurs kilomètres à l'ouest du phare. La question que tout le monde se pose à ce moment-là, ont-ils péri en mer? C'est tout à fait possible, d'autant plus qu'une nouvelle découverte va venir conforter cette idée. 12 jours plus tard, le vendredi 8 juin, un plaisancier tombe sur le corps de Spencer, flottant dans l'eau, à environ 4,5 km à l'ouest du phare. L'autopsie pratiquée va révéler que Spencer s'est noyé et que son sang contenait un fort taux d'alcool et de THC. Malheureusement, le corps de Sophia, lui, ne sera jamais retrouvé, même pas l'un de ses vêtements qu'elle portait cette nuit-là. Un enquêteur de la garde côtière va estimer que l'emplacement du bateau présumé sur lequel il se trouvait, par rapport à celui où le corps de Spencer a, lui, été retrouvé, est étrange, compte tenu des marées et des courants ce jour-là. C'est bizarre, ça ne colle pas pour lui. Des empreintes digitales vont être retrouvées sur le bateau, mais elles n'ont jamais été saisies dans le système. Après cette découverte, un scénario ne fait plus aucun doute pour les enquêteurs. Voici ce qui se serait passé selon eux. En arrivant au phare, tous les deux, peu avant 2h du matin, Spencer a tenté de sécuriser le bateau en utilisant son débardeur. Il a enlevé son débardeur, il s'est mis torse nu et il a attaché le débardeur avec la cale, une des cales en tout cas, située sur le phare. Ensuite, ils ont pris cette photo de Sophia. Après cette photo, il est fort probable que le bateau ait lâché de la cale. C'est alors que Spencer a plongé dans l'eau froide pour essayer de le récupérer, parce que plus de bateau, plus de retour au port. En fait, il aurait été dépassé par les événements. Il s'est fatigué, d'autant plus qu'il venait de faire quasiment 2 km en ramant tout seul. Le froid, la fatigue, la panique, Spencer s'est noyé. Et en voyant tout ça, Sophia, qui en plus de ça, selon les témoignages, n'était pas une bonne nageuse, a pris le téléphone de Spencer et a essayé d'appeler sa mère. C'est donc
Elle, c'est donc Sofia qui aurait passé ces 7 appels en absence. D'ailleurs, Michelle, la mère de Sofia, est d'accord avec ça. Elle est persuadée que c'est sa fille qui a essayé de la joindre cette nuit-là, avant que le portable ne se coupe. Faute de batterie. Les policiers pensent ensuite qu'elle a sauté à son tour pour aider Spencer et qu'elle se serait également noyée. C'est le scénario le plus probable selon l'enquête, qui rajoute quelque chose d'important. L'alcool et le THC retrouvés dans le sang de Spencer. Si Spencer avait bu et fumé cette nuit-là, il est tout à fait possible que ce soit le cas pour Sofia. Ces éléments combinés font que les 2 jeunes n'avaient pas les réflexes pour se sauver. Autre élément mis en avant par l'enquête, l'absence d'appel au 911, au service d'urgence. 7 appels à la maman et aucun au service d'urgence. Là aussi, les enquêteurs ont une explication. Sofia savait certainement qu'il n'avait pas le droit de prendre le bateau cette nuit-là. Et en fait, elle a préféré avertir sa mère de peur d'avoir des problèmes. Ou alors, elle a préféré prévenir sa mère au tout départ. Elle avait l'intention d'appeler ensuite le service d'urgence, mais elle n'a pas eu le temps à cause de la batterie du téléphone qui a lâché. Ça, c'est l'explication de la police. Maintenant, je vais vous évoquer les hypothèses et les spéculations qui ont été avancées par la famille elle-même, mais aussi par les internautes. L'hypothèse de la famille, c'est que tout n'est pas très clair dans cette histoire et que rien ne prouve, pour l'instant en tout cas, que Sofia n'est plus en vie. Ils ont envie d'y croire, ils ont envie d'espérer. Il y a plusieurs choses selon eux qui posent question et c'est aussi pour cette raison qu'ils ont créé une page Facebook qui s'appelle Finding Sophia McKenna, sur laquelle ils reviennent sur la chronologie des faits et partagent des mises à jour, même si, vous l'avez compris, plus le temps passe et moins il y en a. On leur prétend que Sofia a sauté à l'eau pour aider Spencer. Mais pour la famille, c'est improbable. Ils le répètent, Sofia n'était pas une très bonne nageuse et jamais elle ne se serait aventurée dans l'eau froide en pleine nuit. Pour eux, soit quelqu'un l'a poussée à l'eau, soit elle est restée dans le phare, enlevée par une ou plusieurs personnes. En plus de ça, la même semaine du drame, 2 autres hommes se sont noyés et leurs corps ont été retrouvés à moins d'1 kilomètre du phare. Selon l'autopsie de ces hommes, il est fort probable, écoutez bien, que ces 2 hommes se soient noyés la même nuit que Spencer. Alors, question que se pose la famille. Est-ce que ces hommes étaient eux aussi dans le phare cette nuit-là ? Comment se fait-il qu'on ait retrouvé que 3 corps dans l'eau et jamais celui de Sofia ? Pourquoi Spencer a-t-il été retrouvé à l'est de l'Edgelight alors que le bateau, lui, a été retrouvé le lendemain à l'ouest ? Il faut savoir également qu'au moins une 12aine d'autres corps ont été retrouvés dans le détroit de Long Island au cours de l'année 2018, mais jamais celui de Sofia. Autre élément dérangeant, il faut savoir qu'il y a une caméra de vidéosurveillance dans le phare. Les policiers chargés de l'enquête à l'époque ont expliqué que cette caméra était un leurre, c'était une fausse caméra pour faire peur, pour dissuader. Mais après des recherches approfondies auprès de la fondation Ledgelight, on apprend par un détective privé, plusieurs mois après la disparition de Sofia, que cette caméra de vidéosurveillance fonctionnait. À l'époque, elle était réelle. Aussi improbable que cela puisse paraître, la famille de Sofia et ses amis continuent de garder l'espoir qu'elle est en vie. Peut-être détenue quelque part contre son gré. Ils demandent à toute personne qui aurait des informations sur cette fameuse nuit-là de se manifester, de dire quelque chose. À noter que le téléphone portable de Sofia est toujours lui en possession des enquêteurs, aujourd'hui en 2025, mais rien n'a filtré. Le téléphone de Spencer, lui, n'a jamais été retrouvé et ses enregistrements téléphoniques n'ont pas été divulgués. Autre question qui a été amenée par une enquête parallèle. Le phare a-t-il vraiment été fouillé par la police après le drame ? Cette question se pose véritablement parce que le 13 juin 2018, 2 semaines après la disparition de Sofia, un groupe de touristes s'est rendu au phare.
et a pris quelques photos. Alors, rien ne semblait déplacé dans le phare, et en plus de ça, ils ignoraient ce qui s'était passé un petit peu plus de 2 semaines auparavant. Ces photos, prises par les touristes, ont été téléchargées sur la page Facebook du phare de Ledge Light. Parmi les photos, dans les vitres, roulées en boule, se trouvait ce qui ressemble à un tissu gris. Tissu gris qui ressemble au sweatshirt de Sofia. Même couleur. Il est fort probable, selon les personnes qui ont vu cette photo, parce qu'elle n'existe plus aujourd'hui, on n'arrive plus à les retrouver, qu'il s'agissait du sweatshirt de Sofia. 2 spéculations ont vu le jour sur Internet. La première est la suivante. Et si Spencer et Sofia avaient été suivis cette nuit-là, avant d'être éliminés, d'être tués? Suivis par un petit copain jaloux, par exemple. La relation entre Sofia et Austin, on y vient, était plus que compliquée à l'époque. Au bord d'une nouvelle rupture. Austin était jaloux, possessif, violent. Preuve en est cet événement violent, justement survenu 2 semaines plus tôt, dans l'appartement où vivait Sofia. Selon un rapport, la police a arrêté le 9 mai 2018 un certain Austin Parro pour trouble à l'ordre public et menace de mort envers Sofia, après avoir tenté de forcer l'entrée de son appartement à Groton, là où elle vivait avec sa mère, ses frères et sa petite sœur. La police a déclaré que Austin Parro, que Sophia McKenna à l'époque qualifiait d'ex-petite amie, vous voyez, on ne sait pas vraiment quelle était finalement la nature des relations, a donné des coups de pied et des coups de poing dans la porte d'entrée, accusant Sofia d'être avec un autre homme, peut-être Spencer. Il l'accusait de l'avoir trompée et la menaçait, je cite, de lui trancher la gorge. Selon Sofia, ce n'était pas la première fois. Elle avait déjà été hospitalisée pour blessures infligées par Austin. Dans son rapport obtenu ce jour-là, Sofia dit clairement qu'elle pensait qu'il était capable de la tuer. Ça en dit long sur la personnalité de ce Austin, et ça alimente la spéculation, selon laquelle Austin aurait suivi le couple sur un autre bateau cette nuit-là. Était-il au courant de leur projet? Est-ce qu'il les attendait dans le phare? Les a-t-il suivis? Enfin, rappelez-vous de ce que je vous ai raconté il y a quelques minutes. Nous sommes le dimanche 28 mai, en début de soirée. Les gardes-côtes retrouvent le bateau de Sofia et Spencer sur lequel ils ont navigué dans la nuit. Qui a prévenu les gardes-côtes? Qui a découvert? Qui a aperçu ce bateau? Figurez-vous, Austin et son père, qui ce jour-là, comme par hasard, survolaient la zone à bord d'un avion privé. Ils avaient décollé à une 12aine de kilomètres de là. C'est étrange. Pour quelle raison était-il dans cette zone? Est-ce qu'il faisait du tourisme? Est-ce qu'il faisait déjà des recherches? Toujours est-il qu'on peut se poser des questions lorsque l'on voit cette story, justement, qui avait été publiée ce jour-là par Austin sur les réseaux sociaux. Il a l'air plutôt détendu pour un mec qui recherche sa copine. Elle est troublante, cette coïncidence. Les questions sont nombreuses, mais selon l'enquête, il n'a rien à voir dans cette histoire. En 2019, il est définitivement écarté de tout soupçon par la justice. L'autre spéculation d'Internet, un peu plus farfelue, repose sur la légende du phare, selon laquelle il serait hanté. Y a-t-il une énergie dans ce phare, une énergie mystérieuse, qui pousse les gens à mettre fin à leur jour? Cette spéculation a pris beaucoup d'ampleur et ça alimente aussi aujourd'hui la légende du phare Ledge Light. Toujours est-il qu'en 2025, Sophia McKenna est toujours portée disparue. La page Facebook est toujours active et depuis 2018, chaque année, le jour du drame, une veillée est organisée pour les 2 jeunes dans le port. Une veillée durant laquelle tout le monde s'assoit entre 2h05 et 2h09 du matin. Pendant 4 minutes, les 4 minutes pendant lesquelles les 7 appels ont été émis. 4 minutes pendant lesquelles il s'est forcément passé quelque chose de terrible. We're out here in the ocean
with that is the land. Like we still have to get to there. Wait, where? Oh, we're almost there. J'avais très envie de vous partager cette histoire, les amis, parce que je trouve qu'elle est énigmatique. Et surtout, il y a plein de zones qui viennent alimenter ce mystère. On a un bateau qui est volé, on a une dernière photo, on a une vidéo, on a cette nuit noire, on a ce phare qui est dit hanté, on a un corps qu'on retrouve et pas l'autre. Il y a tous les ingrédients pour faire effectivement une histoire mystérieuse. Mais je pense qu'il faut se recentrer un peu les idées, je ne sais pas ce que vous penserez de tout ça, et se caler sur l'hypothèse des enquêteurs, selon laquelle les deux se sont noyés. Pour moi c'est la simple explication. Simple entre guillemets, évidemment. C'est l'explication. On a retrouvé de l'alcool et de la drogue dans le sang de Spencer. Sophia a certainement suivi le même chemin. L'eau était très froide. Spencer a voulu récupérer le bateau, j'en suis quasiment certain. L'eau est froide, il a paniqué, il était fatigué, il s'est noyé. Sophia, quoi qu'en dise la famille, a certainement sauté elle aussi pour l'aider. Et voilà, les deux se sont noyés. Et malheureusement, l'histoire se termine comme ça. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi et je serai ouvert à voir vos commentaires et vos avis sur cette histoire. Mais malheureusement, je pense qu'on a affaire ici à un accident. Dites-moi ce que vous en pensez. On en discute en commentaire. Peut-être qu'on aura d'autres infos dans les prochaines années. Qui sait? J'espère pour la famille qu'on aura en tout cas la vérité sur tout ça. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo mystérieuse. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!